Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Vous voulez un chocolat? Difficile de répondre non, n'est-ce pas? Blanc, noir, au lait, en tablette ou en bonbon, le chocolat c'est comme la vie. Il y en a pour tous les goûts et il raconte 1 million d'histoires. Le chocolat, c'est le seul aliment au monde qui est chargé autant en émotions. Quand quelqu'un déguste un chocolat, vous savez, ce visage qui commence à s'illuminer, ça rayonne. Il n'y a que le chocolat qui peut procurer ça. Stimulant, consolant, gourmand, c'est l'ami des bons moments. Tout, ça mobilise tous les sens. Par les sensations qu'il procure, le chocolat est associé à nos mémoires intimes, sociales et festives. Le chocolat, c'est tout. C'est la vie, c'est la famille, c'est l'histoire et c'est le futur. C'est un aliment fédérateur. Il y a même un dicton qui dit 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, le dernier ment. Ça met le baume au cœur. Le chocolat est présent dans toutes les formes de culture, touche toutes les classes sociales, tous les âges de la population. Oui, la grande histoire du chocolat, avec ses voyages et ses aventures, porte aussi en elle une mémoire de notre monde. On peut grandir avec le chocolat. Je suis pas sûr de vivre toute ma vie avec des cheveux. Je suis sûr de vivre toute ma vie avec du chocolat. Entre l'amour et manger, tu choisis quoi? J'avais toujours dit que je choisissais de manger. Bah si t'as les deux, c'est canon. Oh, ils sont bons! Il y a des publicités particulièrement évocatrices et réussies. Du jour au lendemain, les ventes de Lanvin ont augmenté de 25% tout de même. Il fallait le faire. Je suis fou du chocolat Lanvin. Comme Salvador Dali, nombre d'artistes ont trempé leurs plumes dans le cacao. Notre culture est pleine de taches de chocolat. Un chocolat, s'il vous émeut, s'il vous surprend, s'il vous crée une émotion totalement nouvelle et positive, c'est un grand chocolat. Du début à la fin, je pense que le chocolat est une aventure. Ils sont bons tes fingers, c'est Cadbury, vous pouvez pas les faire un petit peu plus long? Oh, c'est la merde, pas assez. C'est la misère. Ah, c'est 11 mètres le record. Le but, c'était d'aller toucher le haut de l'atelier. Et puis après, c'était de donner au Téléthon. Il neigeait, c'était le bordel. Noël, c'est 30% de l'année, donc en chiffre d'affaires, c'est très violent. Le soir du réveillon, c'est 3 stades de France. On n'est pas beaucoup à donner un concert 3 soirées, et ils vont manger 4 à 5 millions de chocolat. Les grands moments de la chocolaterie, évidemment, c'est Noël et Pâques. Le chocolat nous renvoie aux souvenirs de l'enfance. Il adoucit nos quotidiens, il rythme le calendrier de nos vies familiales. On l'offre à la Saint-Valentin, on le chasse à Pâques, on le quémande pour Halloween et on en abuse à Noël, période incontournable pour les chocolatiers. Patrick Roger, meilleur ouvrier de France, chocolatier et sculpteur. Ces chocolats font danser les papilles dans le monde entier. J'aimais pas le chocolat, donc mon premier souvenir est vraiment pas bon, quoi.
c'était pas bon. Ça, normalement, au bout de 15-20 minutes, j'ai mangé mes premiers 100 grammes le matin. Bah, j'essaie de me calmer, mais je mange entre 600 grammes et un petit kilo par jour. Mais je peux faire fort, hein, vraiment. Le chocolat, ce n'est pas seulement une histoire de goût. Créateur gustatif et visuel, Patrick Roger a inventé un art du chocolat avec son parfait praliné ou sa ganache splendide. À 18 ans, je me fais virer de la pâtisserie à Paris et puis j'arrive au poste de chocolatier. Et là, ça va être la révélation. Le chef comprend que j'ai une qualité d'autiste, cette capacité à reproduire les tâches et puis l'esthétique va venir. Je suis né avec le goût. La chance que j'ai ce talent où c'est mon corps qui décide, vraiment ma partie digestion, c'est pas mon cerveau. Les créations de Patrick Roger auraient sans doute leur place dans Charlie et la chocolaterie, la plus fameuse des fictions cacaotées. Si le chocolat était un humain, il serait Willy Wonka, le personnage imaginé par l'écrivain britannique Roald Dahl, qui, tiens donc, était un gros gourmand. Il adorait le chocolat. Depuis sa tendre enfance, il était dans une école privée à côté de l'usine Cadbury. Et Cadbury, pour tester ses chocolats, envoyait des colis entiers aux enfants. Et on leur demandait de noter de façon à ce qu'il y ait un classement qui soit fait. Donc à partir de là, Roald Dahl, il savait que le chocolat ferait partie intégrante de sa vie. Il voulait même à un moment devenir chocolatier. Charlie est un petit garçon pauvre qui n'a droit qu'à une seule tablette de chocolat par an pour son anniversaire. Un jour, la chocolaterie de Willy Wonka organise un concours. Ceux qui trouvent les 5 tickets d'or pourront la visiter. Et devinez qui gagne. Dans la version de Tim Burton avec Johnny Depp, plus de 100 000 litres d'un mélange d'eau et de chocolat sont déversés pour alimenter la rivière de l'usine. Gare à l'indigestion. Quand on aime le chocolat, je pense qu'à un moment donné, on rêve d'être complètement immergé de chocolat. Et Charlie et la chocolaterie, c'est l'émerveillement de l'enfant. Donc c'est revivre le chocolat par cette découverte et par aussi l'ouverture de tous les sens. Et puis par le fantasme d'être sur un bateau et de ramer dans du chocolat, de plonger dans du chocolat, de le goûter partout. Pour être créateur de chocolat, il faut une part d'excentricité. Il y a beaucoup de Willy Wonka dans Patrick Roger. Je viens de finir un travail sur les sumos, donc on commence à mouler. Tu te dis, putain, je suis vraiment en retard. Ça a été fait il y a quelques milliers d'années. Et toi, tu arrives, tu crois que tu inventes le monde ou tu fais le monde, mais rien du tout. Quasiment tout a été fait et finalement, tu n'inventes rien. La matière, ce qu'est le chocolat, elle est thermosensible, donc elle est ingérable. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu peux pas calculer sa force. Patrick Roger, notre sculpteur chocolatier, fait tomber les frontières entre l'art et la pâtisserie. Pour lui, le voyage est partout, dans le monde et dans son regard. Chaque instant l'inspire. Dans la rue, dans son atelier et dans nos assiettes, le beau et le bon se fondent pour le plaisir de tous les sens. Mais ce qui est intéressant, c'est ceux qui se sont lâchés et qui sont devenus des artistes. Ils passent d'artisans à artistes. Mais c'est un art populaire, c'est un art dans les rues. Je passe devant le magasin et je vais voir des sculptures. Le chocolat n'est donc pas qu'un simple aliment. C'est un historien du monde. On le désire, on le taille, on l'applaudit, on le célèbre un peu partout. Et il faut dire que c'est un grand voyageur. Depuis ses origines sud-américaines jusqu'à la Chine, en passant par les cuisines françaises, belges ou suisses, il a fait le tour du monde. La route
route fut longue et semée d'embûches pour évoluer en dragon, ou en guerrier, ou littéralement devenir une salle à manger. Dans certaines cultures, le chocolat était même utilisé comme offrande pour les dieux. Pas étonnant que ceux de la mode s'en soient emparés. De Paco Rabanne à Karl Lagerfeld, les plus grands couturiers s'en sont mis plein les doigts. Il y a un tableau de Klimt, un autre de Jackson Pollock. Tous ces tableaux sont en chocolat. On peut tout manger si on veut. Qu'on fait du chocolat. Parce que... Moi qu'on puisse dire. Commercialement, c'est plutôt bon. Hein. Quand les gens sont déprimés, on vend, et quand les gens sont heureux, on vend aussi. On cherche une émotion. L'émotion est peut-être aujourd'hui de devenir la future Madeleine de Proust. On a envie d'être ça. Proust raffolait aussi de crème au chocolat et aurait sans doute apprécié la compagnie de Pierre Marcolini, ancien meilleur pâtissier du monde, devenu star chocolatier et spécialiste du chocolat art. Ça vous tente un petit peu? On peut être capable de rentrer dans un restaurant. J'ai entendu parler d'un chef pâtissier. Le maître d'hôtel vient me voir et me dit « Monsieur, vous commencerez par... » j'ai 4 desserts. Attendez, mais vous voulez pas prendre une entrée, un plat? Non, je veux découvrir l'univers du pâtissier. Voilà, ça c'est le genre de choses qui m'arrive encore aujourd'hui, d'être dans ce monde du sucré que j'adore. À un point où, en tant que gamin, j'étais capable de pouvoir échanger des jouets. Les gens me regardaient en disant « Mais tu veux échanger ton super jouet pour un gâteau ?» Alors il y a 2 solutions. La première, c'est soit d'aller voir un psy, ou soit d'en faire une profession. Bonjour Sixtine. Ça va bien? Tu travailles sur quoi pour l'instant? Ça va tomber là. Ça va tomber? Ça va tomber, oui. Voilà, la liqueur de cacao, c'est ça. Mais ça, c'est gourmand en mort, ça. C'est exceptionnel. La liqueur de cacao, donc sans sucre, c'est voilà, c'est le chocolat à l'état pur, c'est du 100%. Ça sur un morceau de pain avec un peu de beurre, hein. Ça c'est juste magnifique. Ouais. Ah oui, là, c'est... À un moment donné, on a une densité, et puis hop, elle disparaît, et puis une fluidité comme ça où... Waouh! Quand je regarde le chocolat, j'imagine un jour une rencontre, un Soulage par exemple, où on a ces matières de chocolat et ces vagues. Et il parlait de l'outre noir, et on peut être effectivement dans ce domaine-là. Comme quoi, parfois, l'art peut se retrouver dans le monde du chocolat. Il y a un lien entre le chocolat et l'art, une certaine sensualité. C'est ça l'art. C'est quelque chose qui suscite une réaction émotionnelle. Et le chocolat, c'est la même chose. De l'art contemporain à la publicité, en passant par la télévision, le chocolat est devenu un personnage familier de notre pop culture. Attention au gaspillage tout de même. Marcel Duchamp, dans son enfance à Rouen, il passait devant une chocolaterie. Il avait remarqué cette broyeuse de chocolat, ça l'avait beaucoup impressionné, et il l'a reproduite après dans plusieurs de ses œuvres. Et c'est parfois avec une barre chocolatée que l'inventeur de l'art contemporain termine ses sapins. Matière envoûtante, le chocolat a évidemment servi de source d'inspiration aux plus grands peintres. Bien avant d'être une muse pour les artistes européens, le chocolat a eu une longue histoire. Le cacaoyer est originaire du bassin amazonien. Il voyage jusqu'au Mexique, où les Olmecs sont les premiers à l'utiliser il y a plus de 5000 ans. Puis les Mayas inventent le mot cacao. Dans leur alphabet, ça s'écrit comme ça. Les fèves servent alors de monnaie. Un lapin, c'est 10 fèves, et 8 suffisent pour s'offrir les faveurs d'une prostituée. Chez les Aztèques, le cacao est mélangé à des substances hallucinogènes pour honorer les dieux lors des sacrifices humains. N'essayez pas ça à la maison. Le cacao n'intéresse pas Christophe Colomb. Et comme lui, les Espagnols trouvent la boisson trop amère et épicée. Mais le conquistador Cortés, qui tente de conquérir les terres aztèques,
semble intrigué par ce breuvage. Lorsqu'il pénètre dans l'enceinte du palais de Moctezuma, il voit qu'il y a ces jarres d'une boisson un peu bizarre qui sont présentées à l'empereur. Cortés, le pauvre, il va chercher de l'eau, il revient avec des fèves de cacao. Autant vous dire qu'il n'a pas un tapis rouge, hein, ça c'est clair. Il y a d'ailleurs des récits de voyage qui disent que cette boisson ressemblait plus à une lavasse au cochon qu'à une boisson destinée aux humains. Alors ils ont adapté la recette. Ils ont importé la canne à sucre des Antilles et ils ont finalement créé une nouvelle recette de boisson au cacao qu'ils vont ensuite importer en Espagne, premier pays européen à boire cette boisson au chocolat, puisque là, elle comprendra du sucre. Le chocolat traverse donc l'Atlantique au XVIe siècle, mais il n'est pas du goût de tout le monde. Le grand souci sur le plan religieux, c'est de savoir si le cacao ou la boisson de chocolat est une boisson ou un aliment. Et si c'est un aliment, est-ce qu'il rompt ou non le jeûne eucharistique? N'oublions pas qu'il y a les 7 péchés capitaux, dont la gourmandise. C'est quand même fabuleux, ça. Malgré les réticences de l'Église, la boisson va se répandre dans l'Europe du XVIIe siècle. Les premiers salons de chocolat ouvrent. Le chocolat se transforme, se diversifie, s'affine. Il devient la mode. Une mode qui n'est pas près de cesser. Dès qu'on commence à faire un chocolat chaud, tout le monde sait que ça embaume la pièce. Il y a un moment donné, c'est réconfortant, c'est un retour à l'enfance. C'est obligé. Le chocolat liquide, c'est le retour aux sources et c'est la première base de ce qu'a été le monde du chocolat. Si le chocolat a tellement de succès, c'est aussi grâce à la cour de France, au Louvre, puis à Versailles, où il est furieusement tendance. Louis XIII et Louis XIV vont se marier avec des jeunes Espagnols qui ont dans leur bagage non seulement leur servante, mais la recette du chocolat chaud qu'elles ont bu et dont elles se sont régalées pendant toute leur enfance. Lorsque Marie-Thérèse d'Autriche arrive d'Espagne, elle clame « Je n'ai que 2 passions, le roi et le chocolat ». L'épouse de Louis XIV ingurgite en cachette jusqu'à 10 tasses par jour qu'elle fait préparer par une femme de chambre surnommée la Molina, en raison de son habileté à manier le moulinet. La consommation du chocolat à la cour devient si excessive que le roi l'interdit en sa présence. C'est le roi. Oui, c'est le roi. Oh oui, c'est Louis. Mais que mangez-vous là, monsieur? Mais des chocorosis, sire. Et vous, madame? Chocorosis aussi, sire. Ah! C'est délicieux, sire. À Versailles, donc sous Louis XIV, on aime le chocolat parce qu'il a une réputation aphrodisiaque. En 1664, la reine Marie-Thérèse accouche dans une chambre du Louvre. Lorsque le bébé naît, l'aumônier s'évanouit et le frère du roi est pris d'un rire nerveux, car le nouveau-né a la peau noire. La Molina évoque devant le roi l'inclination de la souveraine pour le chocolat, qui a sans doute tapissé ses entrailles au point de changer la couleur de l'enfant. Certaines voix évoquent l'intimité de la reine avec Nabo, un serviteur de petite taille d'origine africaine. Louis XIV est furieux. Le serviteur disparaît et on annonce le décès du bébé. L'affaire semble enterrée avec ses protagonistes, mais 19 ans plus tard, on découvre l'existence d'une jeune femme métisse dans un couvent bénédictin près de Fontainebleau. Les nombreuses visites que la religieuse reçoit de l'entourage royal attisent le mystère autour de ses origines. Depuis, dans la région, on peut déguster des chocolats appelés Morès. Après la mort de Louis XIV, Louis XV est trop jeune pour gouverner. C'est le régent qui prend les commandes. Chaque soir, il se rend dans un salon privé où il reçoit ses maîtresses, admises au chocolat. La boisson est considérée comme aphrodisiaque. Et inviter quelqu'un à prendre un chocolat ne laisse aucun doute sur ses intentions. Le chocolat était là pour créer finalement de bonnes relations avant, pendant et après l'amour. Quand il y a sur la petite table de chevet une tasse de chocolat, on devine ce qui s'est passé dans la chambre.
Si croquer dans une tablette ne vous suffit pas, vous pouvez toujours pratiquer le splosh, ou pas. Performance artistique qui consiste à s'enduire entièrement de chocolat. Les gros coquins gourmands qu'étaient l'empereur Moctezuma, le marquis de Sade ou Casanova, aimaient-ils le chocolat au point de s'y baigner? En tout cas, derrière son masque, Casanova le voluptueux aimait autant les femmes que le chocolat, qu'il appelait... Le chocolat chaud apporte énormément de sensorialité dans le plaisir qu'on a. Et puis ça évoque aussi beaucoup de fantasmes. Voilà, le bain au chocolat, le chocolat chaud qui coule, qui caresse la peau, le baiser au chocolat. Madame, vous avez choisi Américo. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Irrésistible, madame. Et vous, monsieur, Américo, ça vous fait penser à quoi? Et après, le chocolat est sexy, je sais pas. Je pense que c'est mieux si la personne qui le consomme est sexy, non? Forever yours. It's love at first bite. With deep, dark chocolate. Rich, deep, dark chocolate. Forever yours. Le potentiel érotique du chocolat n'est plus à démontrer. Même Britney Spears vous le dira. Sneezing and chocolate both have orgasmic feelings to them. Alors, Rose? Mais ça vaut pas Yves Turiès. Chocolat Turiès, 20 cm de plaisir. Ça se passe très bien. Il y a même des gens d'un certain âge qui en achètent sans problème. Ils trouvent ça drôle. Ça s'offre très bien en cadeau. Le sulfureux artiste Paul McCarthy, lui, a créé une chocolaterie fabriquant des sapins de Noël et des jouets à ne pas mettre entre toutes les mains. À la Monnaie de Paris, McCarthy fait sourire en transformant l'espace en vaste chocolaterie qui produit des Pères Noël et des sextoys en série. En vous souhaitant de joyeuses fêtes. Dans un registre moins léger, le marquis de Sade organisait des orgies avec du chocolat fourré à la poudre de cantaride, aphrodisiaque mais toxique, ce qui, en plus du plaisir, provoqua le décès de plusieurs participants. C'est l'une des raisons de son emprisonnement. Quand il écrit à sa femme qu'il réclame un gâteau au chocolat très puissant au chocolat, il va écrire « Apporte-moi un gâteau fort en chocolat et noir comme le cul du diable ». Pendant que Sade croupit en prison, le monde du chocolat est en effervescence. Au tournant du 19e siècle, alors que l'Amérique latine s'émancipe des puissances européennes, le cacao traverse l'océan pour s'installer en Afrique. Tete Kouarchi était un forgeron qui a travaillé sur cette plantation à Fernando Po, puis il est retourné dans son village au Ghana et il a ramené avec lui des cabosses de cacao en disant, vous savez, il y a de l'argent à faire là-dedans. Il est devenu une sorte de père fondateur du cacao africain. Une fois en Afrique, le cacaoyer s'est cru chez lui. Petite star capricieuse, c'est un arbre fragile qui supporte mal la lumière directe et le vent. Il a besoin de chaleur, environ 30 degrés, et plus de 80% d'humidité. Il s'épanouit donc sous les climats tropicaux, à proximité de l'équateur.
Stéphane Bonnat est issu d'une longue lignée de chocolatiers. Sa famille travaille le cacao depuis 300 ans. Sans cesse à l'affût de la fève parfaite, c'est ici, en Ouganda, qu'il envisage son futur chocolat, avec un projet novateur qui va impliquer toute une communauté. Le cacao ougandais, c'est venu dans le cadre d'un projet des Nations Unies, dont l'objectif était de donner des outils aux habitants d'une région en Ouganda. On voulait être présent autour des zones protégées, où vivent les gorilles. Nous ne sommes pas très présents en Afrique. C'est la première fois qu'on a un projet qui tient réellement la route avec une telle amplitude. Le cacaoyer a besoin d'être entouré de diversité et de grands arbres protecteurs. Il faut donc éviter la déforestation, pratique hélas fréquente sous ces latitudes. Have you seen? Yeah, there's something interesting about this, but that small one, I was very Yeah, but there's no air. There's only cacao. They have large trees that protects, which is good, but they should trim a little bit more. Here you have whatsoever disease that comes, everything is whipped away. So all this work will come from nothing. Les variétés principales de cacao, historiquement, il y en avait 3. Il y avait le criollo, c'est celui que les Espagnols ont découvert. Ensuite, ils en ont trouvé un autre qui ne ressemblait pas à celui qu'ils connaissaient, donc ils l'ont appelé l'étranger, le forastero. Et puis on parle aussi du trinitario, qui n'est pas une variété, mais qui est un hybride entre le forastero et le criollo. En fonction du terroir, on va avoir des saveurs, des arômes et des couleurs qui vont être différentes. Le terroir, c'est 60% du goût. Le type génétique, c'est 40% du goût. Un criollo, si vous le plantez du côté du Mexique, c'est toute la féminité, c'est toute la délicatesse, on en a une note un peu florale. Si je prends ce type de cacaoyer-là, je vais aller en Afrique ou bien je vais plus loin, du côté de Chine, dans l'île de Hainan, je vais avoir évidemment des notes florales ou de fruits qui vont être différentes. Et donc déjà ça, c'est un potentiel absolument incroyable. Les arômes délicats du chocolat sont-ils un cadeau du ciel ? En tout cas, le nom scientifique du cacaoyer, Théobroma, signifie « nourriture des dieux ». Son fruit, c'est la cabosse. Chaque arbre produit chaque année de quoi confectionner une quinzaine de tablettes. Yeah. It's a good surprise. They are all very creamy. Ouh, ça sent. Yeah, I can smell it already. Il y a une pomme tardive qui s'appelle la reine blanche qui a exactement cette palette aromatique. Il n'y a pas d'acidité, pas d'astringence, c'est gentil tout plein et je ne trouve pas de défaut. C'est relativement rare, oui. Normalement, on n'attend pas autant de délicatesse et un profil aussi complexe venant d'un cacao africain. Ça va faire une très belle tablette, je pense. Mais c'est vraiment la surprise totale. Mais c'est bien. That's good. A good surprise. On a une idée, quand on rentre dans la plantation, des arômes qu'on peut avoir. Là, je pensais qu'on aurait de la cardamome, qu'on n'a pas du tout, parce qu'il y en a à côté, ou de la vanille, totalement absent. Par contre, on a le melon, on le sent dans le mucilage. Le mucilage, c'est cette pulpe blanche au goût de bonbons qui entoure les fèves et dont les enfants des plantations se délectent. Il va servir à une étape essentielle pour le futur chocolat, car c'est avec sa fermentation que se forment les premiers arômes. Le cacao va ainsi exprimer son potentiel aromatique. Il y a une série d'étapes très importantes avant qu'un cacao puisse arriver à la chocolaterie. Nous travaillons avec des femmes qui mesurent les fermentations et contrôlent tous les aspects techniques de manière très détaillée. Moi, je vais saisir un petit peu les parfums qui m'intéressent dans les fèves. Donc, au moment de la fermentation, il faut s'assurer que ça reste dans la fève. Il est possible que le chocolat ne sorte jamais s'il y a un imprévu notoire, si finalement il n'est pas bon. Le séchage est très contrôlé. On commence avec une bonne épaisseur pendant environ 2 jours, en vérifiant toutes les 2 heures. La totalité du séchage dure 7 jours.
Le bruit de la fève qui se brise, ça donne une indication sur la qualité de séchage. Elle se brise bien. Là, il doit manquer à peu près 2 jours. Bon, elle a déjà des arômes extraordinaires. Très peu d'acidité, très peu d'astringence. Ça vient de la fermentation. Puis sans doute aussi du terroir. Quand les relations sont un petit peu tendues avec certaines communautés, je passe toujours les fausses pubs de El Gringo de Jacques Bave. Et en général, ça détend l'atmosphère. On n'a jamais été aussi bon gringo. Café? Non, pas assez bon pour Jacques Bave. Comment ça, pas assez bon? Jacques Bave demande le meilleur à la torréfaction. Le meilleur? Mais quelle torréfaction? Il est bon, le café. Il est pas mal, c'est vrai. Comment ça, il est pas mal? Roule le mieux. Il est très bon. De nos jours, 4,5 millions de tonnes de cacao sont produites chaque année dans le monde. Avant l'implantation du cacao en Afrique, c'était seulement 20 000 tonnes. C'est grâce aux plantations africaines que le chocolat devient accessible au grand public. Les enfants se lèchent les babines. Le marché européen grossit. De nouvelles machines permettent d'industrialiser la fabrication. Le rendement augmente, les profits aussi. Jusqu'à la révolution industrielle, seuls ceux qui avaient beaucoup d'argent pouvaient consommer du chocolat. Grâce à la révolution industrielle, le chocolat s'est répandu dans toutes les classes sociales. Le chocolat va connaître une nouvelle vie. Les femmes, forcément plus gourmandes que les hommes, c'est en tout cas ce que racontaient les réclames de l'époque, se régalaient de chocolat chaud, qui avait toutes les vertus quand on était un petit peu affaibli. Et puis le soir après l'école, les enfants goûtaient, ils enfonçaient une petite barre de chocolat dans un quignon de pain pour faire l'ancêtre de notre pain au chocolat. Le volcan de la révolution industrielle entre en éruption. Le chocolat coule sur le monde grâce à de nouvelles découvertes. En 1828, à Amsterdam, Van Houten presse la fève afin de séparer le beurre de cacao de la partie sèche, ce qui permet de fabriquer du chocolat en poudre et inaugure la boisson instantanée. C'est un succès mondial. En quoi est-ce important? D'abord parce qu'on pouvait maintenant combiner à loisir la matière grasse, le beurre de cacao, avec la pâte sèche de cacao. Ça a permis alors, au bout d'une vingtaine d'années, l'élaboration de la tablette de chocolat. Pour pallier l'allergie au lait développée par sa fille aînée, le Suisse Daniel Peter utilise de la poudre de lait dans la préparation de ses biberons. Puis il tente de mélanger du chocolat avec cette poudre de lait mise au point par Henri Nestlé. Le chocolat au lait est né. Je suis fou de colère, de chocolat colère. Je suis fou de colère, c'est lui que je préfère. J'entends colère par-ci, par-là, quel chocolat. Tout le monde est fou, quelle joie dans l'air. Tout le monde est fou de colère. En France, Poulain invente son petit déjeuner mélange de poudre de cacao et de vanille. Puis vient celui de Banania, qui ajoute de la farine de banane. Meunier, Poulain sont les grands hommes du chocolat parce qu'ils ont permis d'offrir aux familles des nouveaux produits qui allaient régaler finalement à la fois les enfants et les adultes. La famille Meunier a débuté en enrobant des médicaments dans du chocolat pour qu'il soit plus agréable. Le chocolat, pendant très longtemps, a été préparé dans les couvents et monastères, qui étaient en fait des pharmacies avant la lettre. Les premiers grands industriels du chocolat de la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle étaient d'anciens apothicaires, parce qu'ils savaient justement doser les préparations à base de chocolat. Mais le public ne veut plus de médicaments et Meunier se concentre sur les sucreries. À l'exposition universelle de Chicago en 1893,
sa chocolaterie devient la plus productive du monde. Alliant l'esprit des villes utopistes au capitalisme industriel, Meynier ouvre une usine où 2000 salariés travaillent sous la protection de la récente fée électricité. Alors qu'il fabrique une des premières tablettes, Meynier met en place un système pour contrôler toute la chaîne du chocolat. Il est propriétaire d'une plantation de cacao, de champs de betteraves pour le sucre et d'un chemin de fer privé qui relie sa chocolaterie de Noisiel à la gare de l'Est à Paris. Meynier, une affaire qui roule. Le fils du fondateur de la maison de Meunier, Émile Justin Meynier, qui avait une conscience sociale particulièrement développée pour son époque, a voulu d'abord construire une usine ultra-moderne. Il a confié la construction de cette usine à un des disciples de Gustave Eiffel, et ensuite de créer autour de cette usine une ville ouvrière modèle. Ses habitants sont appelés les chocolats. Les familles peuvent louer une maison avec jardin et eau courante pour un loyer modeste. Et l'ouvrier touche une retraite dès 60 ans. Tout au long de sa vie d'Oompa Loompa, il a accès à tous les services qu'une ville idéale et quasi autonome peut offrir. Les rues de la ville de Noisiel s'en souviennent. Je suppose qu'il devait y avoir une partie de conviction dans cette idée qu'il fallait récupérer la classe ouvrière de la misère effroyable où elle se trouvait depuis les débuts de la révolution industrielle. Maintenant, est-ce qu'à cela s'ajoutait une dose de paternalisme? Sans doute. Mais je crois qu'on aurait tort de ne pas tenir compte de la sincérité que pouvaient avoir ces industriels, qui se sont évidemment enrichis de manière spectaculaire. D'autres villes chocolat poussent au même moment, comme Fry et Cadbury en Angleterre ou Hershey aux États-Unis. Plus d'un siècle plus tard, que reste-t-il de cette utopie cacaotée? Seul survivant, Hershey demeure le plus important fabricant de chocolat aux États-Unis. Il a transformé sa ville modèle, surnommée Chocolate Town, en un parc d'attractions qui attire plus de 3 millions de visiteurs chaque année. L'autre grande nouveauté, au fort pourcentage de cacao, c'est la réclame, qui commence à envahir les espaces publics. Les grands chocolatiers, génies du marketing, contribuent à inventer la publicité moderne. Principalement jusqu'à la guerre 14, c'est extraordinairement riche en termes de campagne, en termes d'idées, en termes d'objets. Toutes les épiceries en France, jusqu'au petit village, avaient une plaque émaillée. Des buvards Meunier, des bons pour des cadeaux. Très vite, au XIXe siècle, l'idée d'utiliser l'enfant et le chocolat est apparue comme une idée vendeuse. D'où les boîtes de chocolat où on voyait les enfants en train de célébrer à la table avec des confiseries de chocolat, ou la fameuse petite fille du chocolat Meynier qui était, je dirais, une des grandes trouvailles publicitaires du XIXe siècle. En 1927, le chocolat devient le premier produit utilisé commercialement dans un film sur les héros de la Première Guerre mondiale. Le chocolat a tellement de richesse en symbole. C'est le symbole de l'enfance, c'est le symbole de la gourmandise, des relations amoureuses. Et tout ça fait qu'il est le produit idéal en matière de communication. Rien n'arrête la publicité pour le meilleur et pour le pire. Dès la fin du 19e siècle, des marques associent le chocolat à des représentations stéréotypées d'Africains. Banania utilise son fameux tirailleur sénégalais comme argument de vente, diffusant ainsi une imagerie coloniale aujourd'hui considérée comme raciste. Bonjour, je m'appelle Bamboula. J'ai donné mon nom à un délicieux biscuit au cacao. Là, on a tout de suite associé le noir au cacao,
d'une façon qui, évidemment, aujourd'hui, ferait terminer devant les cours de justice, parce que le racisme était évidemment patent dans ce domaine. Das schmeckt gut. Dans l'imaginaire, le cacao est plus lié à l'Afrique qu'à l'Amérique du Sud. Si le cacao est originaire d'Amérique du Sud, c'est bien l'Afrique qui représente aujourd'hui 70% de sa production, pour seulement 3% de la consommation. Le rapport économique est pour le moins déséquilibré entre ceux qui fabriquent le chocolat et ceux qui le mangent. On ne peut pas ignorer la manière dont les planteurs sont rémunérés. Ça ne fait pas partie de moi de vendre une tablette à 8 € et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne gagne pas sa vie. On peut difficilement déguster du chocolat si on n'est pas à peu près sûr des conditions de fabrication et de la provenance. Sinon, très vite, on se sent en gêne. Je ne peux pas trouver super bon du chocolat en imaginant que ce sont des enfants de 8 ans qui sont rendus en esclavage et qui le font. Il y a un truc qui ne va pas. En 2003, le journaliste Teun van de Keuken, gros mangeur de chocolat, lance son combat pour un chocolat éthique en appelant la police. Goedemiddag, ik heb een vraagje. Ik zit eigenlijk ergens mee. Ik heb wat gedaan en ik vroeg me af of ik me daarvoor zou moeten aangeven. Of... Nou, vertel. Nou, om het een beetje vreemd te zeggen, maar ik financier eigenlijk de kindslavernij. Hoezo? Nou, ik heb gehoord dat bij eigenlijk alle grote chocolademerken die er zijn, dat die gebruik maken van kindslaven. En u eet veel chocola? Juist. Nou, ik zou me daar geen zorgen om maken, meneer. Dat is geen iets... Nee hoor, we eten allemaal chocola. Ik wens u nog een prettige middag, meneer. Dank u. En ik begrijp dat het gaat om Smarties After 8, Bounty's Mars, Twix, M&M's, Milka Toblerone, Côte d'Or, Verkade en Rittersport chocoladerepen. Sa plainte n'étant pas recevable, Van de Keuken crée Tony Chocolonely, le premier chocolat slave-free, sans esclavage. Son succès est tel qu'un parc d'attractions va lui être consacré près d'Amsterdam. Le réveil des consciences a sonné. Certains industriels et artisans chocolatiers, comme Stéphane Bonnat, adoptent désormais les usages d'un commerce plus équitable afin que les planteurs soient mieux rémunérés. Le cours ce matin était à 1,57 sur plantation, donc on va l'acheter 4,50 €. Tá, ele vai pagar, então, eu dizer, 3 vezes mais. Então, 4,50 €. À peine sorti des sacs, le cacao ougandais va subir quelques épreuves avant de pouvoir être appelé chocolat. 3 minutes. D'abord, c'est la torréfaction, cruciale. Trop grillé ou pas assez, les arômes s'envolent. Chaque fève a un cycle qui lui est propre, en plus en fonction de la récolte. On adapte la torréfaction et les différences de température. Si on laisse cuire, on va changer la palette aromatique. Donc avec le même cacao, on va avoir 2 chocolats radicalement différents. Il faut arrêter maintenant. Les fèves sont ensuite concassées afin de ne conserver que l'amande qu'il faut broyer et malaxer. Les valises remplies de fèves de cacao, Stéphane Bonnat est de retour dans sa chocolaterie en Isère. Sa production familiale peut faire saliver avec près de 200 tonnes annuelles. Comparé aux 4 millions de tonnes produites dans le monde, ce n'est pourtant qu'une goutte qui se transforme en perle de plaisir. La chocolaterie Bonnat est une véritable histoire de famille, à la fois dans la durée puis dans la transmission. C'est une histoire qui s'étale sur plusieurs siècles. Je crois que nous sommes la plus vieille famille dans le monde à exercer cette activité de père en fils.
C'est le tout premier catalogue, en 1901. Et ça, c'est avant la guerre. Il y avait 2 photos. Il y en avait une où il y avait papa, et quelques années après, c'était Stéphane, dans la même position. Il a un bon parfum. Il est franc, il n'a pas de goût d'acidité, il n'a pas d'arrière-goût, il était bien séché. Alors il suffit d'une bonne fève pour faire un bon chocolat ou c'est moins simple? Ah ben, il est nécessaire d'avoir une bonne fève pour faire un bon chocolat. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir d'abord une tradition, d'avoir réussi, comme a fait mon grand-père, à fidéliser une clientèle et à faire en sorte que nos clients qui ont été élevés dans le goût des produits Bonnat, il faut qu'ils retrouvent les mêmes. Il ne faut pas qu'il y ait des changements en cours de route en disant tiens, on a changé de génération, on change de goût, la prochaine génération ce sera encore un goût différent, Bonnat n'est plus Bonnat. Le père de Stéphane fut l'un des premiers chocolatiers à proposer des tablettes issues de plantations précises. En 1984, pour célébrer les 100 ans de son entreprise, il lance la gamme des grands crus d'origine. Une petite révolution. Ça, c'est la première boîte qui est faite avec un assemblage de chocolat de pure origine. Puerto Cabello, Chuao, Maragnan, Trinité, Madagascar, Ceylan et Côte d'Ivoire. Il y avait 7 pure origine et c'était à 65% de cacao. À l'époque, les particuliers comme les professionnels disaient que c'était une très bonne idée pour fêter un centenaire, mais qu'après tout, ça n'était que du chocolat. Le concept ne marcherait jamais. Il n'y avait pas cette notion qualitative qui maintenant est vraiment la signature du chocolat français. On goûte? Eh ben allez. Tu vois, on retrouve la couleur des fèves. Ça, c'est parfait. Il y a juste un petit truc à la fin qui me plaît pas. Juste sur la fin, il y a un petit truc de carboné. C'est un peu le coup de la saucisse qu'on oublie. Ouais. Oui, on a les références qu'on peut. Ah oui. Non, mais... Je pense qu'on va restreindre le temps d'inertie et on devrait régler ça. Il faut baisser la température de conchage, il faut réduire la vitesse et surtout, il faut le faire par cycle de 12 heures. En 1879, le chocolatier suisse Rodolphe Lindt part à la chasse en oubliant de couper son malaxeur. De retour 3 jours plus tard, il s'aperçoit que son cacao est devenu une pâte lisse et fondante. Il vient d'inventer le conchage, procédé d'affinage qui consiste à brasser le produit en le chauffant pour lui donner son caractère onctueux. On est 48 heures? Oui, 48, c'est ça. La texture est bonne, mais il y a encore un brin d'acidité que j'aime pas. Ouais, un petit peu. Ouais. Demain matin. Je voulais bien sûr avoir des gorilles parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle je voulais tellement travailler dans les projets de Ouganda. Non, c'est bien. La brume. Ils ont la même église qu'Avoiron dans la jungle. C'est marrant, hein? On a laissé l'église dans tout ça. Ça va être quelque chose de spécial parce qu'il y a un goût très très spécifique, une histoire magnifique derrière. Je suis né dans le chocolat et tous mes souvenirs d'enfance sont connectés au chocolat. Il y a une interaction très très forte. La chocolaterie était un merveilleux terrain de jeu. Si les machines sont nécessaires, le bon chocolat a besoin de mains, celles qui travaillent le produit. Ce savoir-faire manuel, Stéphane le tient de son père, qui le tenait de son grand-père et de son arrière-grand-père. Et il le transmet à son fils. On va faire des cookies. Des cookies au chocolat. Oui. Oh. Ouf. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, papa? Bien sûr. De voir Maxime dans la chocolaterie, d'abord ça éveille des souvenirs. Je peux lui indiquer la marche à suivre pour éviter de se retrouver dans des situations douloureuses et collantes. Je suis tombé effectivement dans le chocolat en voulant appuyer sur ce que je pensais être solide. Il s'est avéré que non, donc j'ai glissé tout doucement dans une énorme conche d'une 60aine de kilos et t'es baigné dans le chocolat des pieds à la tête. Fais des chocolats avec les cacao. Et en
rajoute du sucre. Oui, c'est ça. Non, 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 arrête d'appuyer de partout, mon poussin. Désolé. Et voilà, c'est tout terminé. Pousse, 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 pousse. Hop. Stéphano. Donc là, on a le sentiment que l'on a le corps et puis les bras qui sont allongés devant, noir et blanc. Mais comme la sculpture elle est noire, ça marche quoi. Peut-être qu'il faut que l'on fasse les deux versions, tout blanc extérieur et noir dedans, et puis inverse quoi. On va voir ce qui marche le mieux. Donc comme on part au Japon, on doit faire les premières maquettes. On doit produire quasiment tout de suite et c'est en instantané. Il faut toujours que ça ressemble au pays, c'est évident. Donc la couleur, le rouge et le blanc, ça c'est assez facile. Après si on a le végétal, la mer, le feu et puis le vert quoi. Donc normalement ça se fait naturellement. Qu'est-ce qu'un bonbon de chocolat? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en France bonbon. Nous on appelle ça plutôt une miniature. C'est cette petite bouchée qui fait environ 8 grammes et qui va te remplir de joie. C'est juste exceptionnel. Tu peux emballer le monde entier avec ça. Alors là, on a pousse d'épinards pour celle-ci. On a une pâte de riz ici. Et puis patate vodka ici. Et mais c'est bon. Mais c'est un truc de fou quoi. Dedans, c'est vraiment semi-liquide, mais vraiment, vraiment, vraiment liquide. Voilà, pomme épinard. Les séries font 50 000 pièces. Ça peut être 50 000 fois un orgasme. C'est du beurre de cacao. Ce qui est très beau, ça, c'est comme la calligraphie en fait. On a des traits plus ou moins épais, fins. En fait, il y a du clair-obscur et tout ça, ça joue après sur la transparence. Après, quand on va mettre de la couleur derrière, on va faire un fond. Et après, ça va être vraiment incroyable parce qu'il y a de l'épaisseur, il y a de la finesse. Il y a beaucoup d'étapes pour faire une demi-sphère, c'est environ 25 étapes, toutes différentes. C'est vraiment un niveau de connerie, on est bien. Les demi-sphères, ça a vraiment été une révolution. La révolution est vraiment dans la technicité à l'intérieur où on prend des risques, mais c'est maximum. Ça fuit, c'est impossible à faire. Il y a une succession de couleurs l'une sur l'autre. Patate vodka. C'est ça, faut être très très précis. Parce qu'après, à l'obturation, il y a quelque chose qui veut sortir. Une chose est sûre, c'est que ce chocolat, il me ressemble, c'est évident. C'est bon? Oui. Oui, je sais. Ça aussi, ça va être... Et j'en ai fait des... C'est où? Il faudrait un trait un tout petit peu plus gros. Ah, ok. Ouais. Plus gros, et le trait, il doit être plus... C'est pas mal, hein? Vous êtes content? Ah oui, très content. Voilà. Il n'y a rien à dire. Hein? Voilà. 20 sur 20. Stéphano. Waouh. Voilà. C'est intriguant. On dirait un peu votre cerveau. Ouais. Hein? Il n'est pas tout seul. Ouais, et ça, c'est mes spermatozoïdes. Ah, d'accord. Super. On est sauvés, là. Le chocolat ne fait pas grossir, ça c'est une certitude quand on voit à quel point les chocolatiers et les pâtissiers se portent bien. Et ils en mangent quand même pas mal. Ce qui fait grossir, ce sont les recettes. C'est l'ajout de sucre, ce sont les confiseries et toutes les préparations en fait, surtout industrielles. Marina, passe-moi des tablettes de Galac. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Regarde, faites comme moi. Le chocolat blanc, c'est du beurre de cacao, du sucre et de la poudre de lait. Donc en gros, c'est du gras et du sucre. Comme dit Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Finalement, chocolat blanc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le chocolat a besoin de cacao. Ça, c'est la quintessence même du mal. Logiquement, c'est pas du chocolat puisqu'il n'y a pas de fèves de cacao dedans. Mais comme gourmandise, c'est plutôt pas mal comme produit aussi. Il n'y a pas de syndrome de manque avec le chocolat. Pas de troubles physiques liés à une dépendance. Mais, on le sait,
le chocolat peut devenir irrésistible. Et les chocolatomanes sont prêts à tout. Le chocolat n'est pas qu'un aliment. C'est aussi un très bon traitement thérapeutique. Utilisé régulièrement, les résultats sont fantastiques. On l'utilise comme masque sur le visage, mais aussi sur les pieds, les mains et le reste du corps. Il n'y a rien de tel qu'un gommage au chocolat. Le chocolat, c'est soi-disant bon pour la santé. Katharine Hepburn, déesse d'Hollywood, en avalait 500 grammes chaque jour. Il semblerait même que le chocolat puisse optimiser nos capacités sportives. Le Hongrois Imre Shenazi s'apprête à battre un record du monde de distance en eau douce. Point de départ, Bratislava, but, joindre Budapest. Au cours de son exploit, il aura consommé sans sortir de l'eau 15 litres de thé et 2,5 kg de chocolat. Comme le vin rouge, le chocolat contient des polyphénols qui ralentissent le vieillissement des cellules. C'est aussi un solvant du cholestérol et il préviendrait des maladies cardiovasculaires. Oui, le chocolat prolongerait notre espérance de vie, tant qu'on n'en abuse pas. C'est le meilleur aliment qu'on puisse trouver sur la planète. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Que fait le ministère de la Santé? Rembourser le chocolat. Une application de chocolat au lait fait merveille pour donner à l'épiderme l'apparence d'être bronzé par le soleil. C'est sur les plages de Californie, ça ne peut être que là évidemment, que cette mode prend naissance. Avis aux gourmandes et aux gourmands. Souvent, ce qui fait plaisir n'est pas bon pour la santé. Ce qui est bon pour la santé ne fait pas toujours plaisir. Là, on a les deux. Coup de chance. Quand avez-vous besoin de chocolat? Eh ben, une journée où je suis un petit peu triste, où j'ai un petit souci, soit financier, soit d'emploi du temps, entre deux rendez-vous. Alors oui, je vais manger du chocolat. Chacun sait que le chocolat est plus ou moins un antidépresseur, parce qu'il contient du magnésium, mais parce qu'il contient aussi des produits proches des endorphines que nous, on sécrète quand on est content. Mais bon, si vous êtes en dépression, il faudra manger 3 kilos de chocolat par jour, ça générera d'autres problèmes. Aliment des sportifs, agréable à point de la nourriture des travailleurs, stimulant de l'intellectuel autant que du technicien, le chocolat paraît, à notre époque de productivité et de surmenage, devoir jouer un rôle de premier plan. Mais attention, ce qui est bon pour les humains peut être fatal pour nos amis à quatre pattes. Il suffit qu'un chien de 20 kilos dévore un quart de tablette pour que... Comme le chocolat donne des forces, est bon pour le moral, les barres chocolatées faisaient partie de la ration des soldats américains pendant la Première Guerre mondiale. C'est surtout lors de la Seconde Guerre mondiale que le chocolat devient un allié stratégique. Très convoité en période de pénurie, le chocolat est le symbole de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. C'est ce qu'a compris la marque Hershey, dont les usines fabriquent chaque jour plus de 500 000 barres chocolatées enrichies de vitamines pour les soldats américains. La ration de chocolat Hershey qui a été distribuée auprès de l'armée américaine était un chocolat et qui, d'après ce que je sais, n'était pas enthousiasmant sur le plan du goût. Les nazis, Hitler en tête, adoraient le chocolat. Il faut dire qu'il contenait une drogue, la pervitine, qu'ils consommaient à haute dose. En 1936, Hildebrand commercialise le Choca-Cola, dopé à la caféine et toujours en vente, bien qu'un peu allégé. Le chocolat devient même une arme de guerre, avec ce plan fou élaboré par les nazis, l'envoi d'une tablette piégée à Winston Churchill. À la Libération, le chocolat est distribué par les Alliés. Après avoir été symbole de l'espoir, il devient celui de la liberté. Et lors du blocus soviétique de Berlin-Ouest en 1948, le bombardier américain Chocolat Volant parachute des sucreries pour narguer le bloc communiste. La barre chocolatée est restée dans la ration militaire jusqu'en Afghanistan, par exemple, où il fait très chaud et où on a su adapter encore plus le chocolat pour qu'il résiste aux grandes chaleurs. La guerre se déroule dans les étoiles et la propagande chocolatée aussi. En 1961,
le premier cosmonaute soviétique, Youri Gagarin, emporte des tablettes marxistes-léninistes dans l'espace. Le Français Thomas Pesquet, quelques décennies plus tard, emporte lui aussi quelques douceurs. Côté américain, la préférence de la NASA va aux M&M's qui flottent en apesanteur dans les stations spatiales. Le chocolat est un très bon exemple d'une forme de mondialisation. Parce que vous avez un produit américain qui est devenu africain, puis maintenant asiatique, et dont la consommation englobe le monde entier. Un Européen consomme 5 kilos de chocolat par an. Les plus affamés sont les Allemands, avec 11 kilos, alors que les Français se contentent de 7,5 kilos. Des Français qui sont 30% à préférer le chocolat noir, contre 5% pour le reste du continent. En Espagne, on est beaucoup plus sur le chocolat chaud. On trempe les churros dans le chocolat chaud. En Angleterre, on est sur des recettes avec beaucoup plus de menthe, parfois d'orange. Donc il y a des goûts quand même très associés au chocolat. Le fameux After Eight. So British. L'Italie consomme beaucoup de chocolat chaud. Ils ont créé ce qu'on appelle le bicérin à Turin. Donc c'est ce mélange 50-50, café très fort et chocolat chaud, parfois avec un peu de crème dessus. C'est dans le Piémont que, de la mère noisette et du père chocolat, le gianduja est né. Il sert ensuite d'inspiration à la famille Ferrero, qui le commercialise crémeux dans des pots après qu'une vague de chaleur ait fait fondre le stock. Le Nutella est né. C'est maintenant devenu le 3e ou 4e plus grand groupe mondial. Leur chiffre d'affaires, c'est quand même 12 milliards d'euros. Et le quart de toutes les noisettes produites dans le monde servent à fabriquer le Rocher Ferrero et le Nutella. Ça n'est quand même pas rien. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Un goût raffiné qui charme toujours les invités. Ah, Ferrero Rocher. Magnifique. Excellent. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. En Suisse, pays du lait, on est très fiers de la production des vaches. Ce n'est pas le cacao de telle ou telle origine qui va être important, c'est la qualité du lait. Il faut dire que la Suisse a inventé le chocolat au lait. Cette fois, ça y est, hein. J'ai décroché le gros lot. Un citoyen suisse, il ramène du chocolat français. Pour les Suisses, il n'y a de bon chocolat que le chocolat suisse. Pour les Français, il n'y a de bon chocolat que le chocolat français. Et pour les Belges, évidemment, le chocolat est probablement un des derniers bastions de la belgitude avec la famille royale et l'équipe nationale de football, puisque la plupart des chocolatiers belges actuels revendiquent justement ce label de qualité belge. En Belgique, pays qui a inventé la praline, on va manger ce chocolat moulé avec à l'intérieur un chocolat qui peut être quasi liquide et qui peut contenir une crème ou un caramel. Des pralines plus grosses qu'ailleurs avec du chocolat travaillé très finement. Les Belges ont aussi la paternité du cadeau choco-chic avec Godiva, Léonidas ou Neuhaus qui inventent le ballotin de praline dès 1915. Et la Belgique est l'un des seuls pays où, dans le panier de la ménagère mesurant l'indice des prix, se trouve une tablette de chocolat. Il y a quelques années, j'ai organisé la fête d'anniversaire pour les Rolling Stones. Ah ouais. Ouais. Et à la place de mettre le chocolat belge sur leur assiette, comme dessert, parce qu'ils sont quand même rock and roll, on a fait une machine pour sniffer le chocolat. Ah, tu vas me dire que ça, c'est nouveau pour eux. Je pense. Et en fait, c'est facile, hein? On doit juste sniffer. 1, 2, 3. Alors au début, tu as la menthe et le gingembre. Là, ça repart. Tu as le chocolat qui reste. Et après, on sert le dessert. Et tu as le goût de chocolat sans le manger. Alors moi, j'ai changé les rouges à lèvres, mangeables, avec le vrai chocolat. Je ne donne pas la sauce au chocolat, mais je donne à tout le monde, même aux hommes, le rouge à lèvres au chocolat. Ouais, ça va? Parfait, parfait. Je ne dis pas que tu as l'habitude, mais quand même. Et les dit, oh là! Le Kit Kat ne se sniffe pas, mais c'est la barre chocolatée la plus consommée au monde.
Les Japonais y sont particulièrement attachés. La sonorité de Kit Kat se rapproche de l'expression Kitokatsu, signifiant « tu vas y arriver ». En période d'examen, des barres de Kit Kat sont donc offertes aux étudiants en guise de porte-bonheur. Plus de 300 goûts différents ont été créés. Thé matcha, fromage, sushi, wasabi, pizza. La marque a même mis en vente des barres chocolatées recouvertes de feuilles d'or. Ce n'est pas une raison pour mettre son chocolat à la banque. Il vaut mieux le consommer quand il est devant nous. Car avec le chocolat, tous les sens sont utilisés. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et bien sûr le goût. Mais quel pourcentage de cacao faut-il pour obtenir un chocolat idéal? Sachant qu'une tablette à 70%, c'est 30% de sucre. Alors, 100% de cacao, ça n'est pas un chocolat. Parce que pour avoir le droit d'appeler un produit chocolat, il faut d'une, que le cacao soit fermenté, que le cacao soit torréfié et qu'il soit broyé avec du sucre. Monsieur Marcolini, je voudrais une tablette. Je cherche l'amertume, je cherche la puissance aromatique, je cherche la finesse. Est-ce que vous pouvez me faire un chocolat à 80%? Puis vous aviez derrière une espèce de surenchère. Non, non, attendez, 85%, 90%, 95%, etc., etc. Et en fin de compte, je disais, mais vous savez que, comme dans tout le monde végétal, c'est le cacaoyer qui donne effectivement la partie aromatique. Moi, j'ai pas de fétichisme du chiffre. Ah, moi, je descends jamais en dessous de 85%. Totalement idiot. Moi, je descends jamais en dessous du plaisir. D'un point de vue chimique, le chocolat est très complexe. Il contient plus de 500 molécules volatiles, dont 300 composés aromatiques. Je pense qu'un chocolat, quand il se laisse un tout petit peu aller, vous savez, quand à un moment donné, à une température 22, 24, 25 degrés, là, à un moment donné, il va s'ouvrir à vous. Et donc là, vous le mettez en bouche et vous avez toute la partie aromatique qui commence à se mettre en place. Il faut apprendre que le chocolat, en fait, ça se déguste comme un vin, comme un grand vin, et qu'il y aura plein d'arômes, comme une mélodie aromatique, en fait. J'appelle cet endroit la caverne d'Ali Baba, parce qu'il y a tellement de choix du monde entier. C'est comme entrer dans l'église du chocolat. On peut s'asseoir ici et regarder tous les petits trésors cachés. C'est très intéressant pour moi parce que je mange du chocolat toute la journée. Je mange beaucoup de chocolat. Mais en fait, je ne le connais pas très bien. Le principe, c'est de prendre un petit morceau, le croquer avec ses dents, et quand la chaleur de la bouche commence à faire fondre le chocolat, ne l'avale pas trop vite. Tu le gardes parce que tu veux sentir les arômes dans le nez. Et alors, tu essayes de te concentrer et de réfléchir. Qu'est-ce que cela me rappelle? Fruité, floral, tabac, bois, fraîcheur, ou quelque chose de très puissant. Tu dois trouver tes propres mots pour décrire vers quoi t'amène ce chocolat. On commence avec celui-là, prenons le même. Ce chocolat a une texture crémeuse. À mon avis, il y a un ajout de beurre de cacao, car ils font très vite. C'est frais, c'est un peu fruité, c'est léger et élégant. C'est comme un chocolat à l'ancienne. C'est un chocolat typique de grande surface. Cacao brûlé, vanille, beaucoup de beurre de cacao. Et aussi une texture cireuse. C'est assez horrible. Le marketing, c'est l'art de vendre. L'emballage t'indique toujours des choses merveilleuses. Il promet des arômes qui ne sont pas forcément dans la tablette de chocolat. Le prix n'est pas nécessairement un gage de qualité. La réputation de la marque n'est pas nécessairement un gage de qualité. La seule façon de t'aventurer dans le monde du chocolat, c'est de le goûter. San Francisco est une ville du chocolat depuis 150 ans.
La ruée vers l'or s'est produite en Californie et tout le monde est venu chercher de l'or. Et quelques personnes très intelligentes ont commencé à fabriquer du chocolat pour le vendre aux chercheurs d'or. Je m'appelle Chloé Doutre-Roussel. Dans mon cas, depuis que j'ai 2 ans, mon surnom est Chloé Chocolat. Le chocolat, pour moi, c'est une ligne de vie. Depuis ma tendre enfance, les gens que j'ai rencontrés, les voyages que j'ai faits, les choix professionnels que j'ai faits, c'était toujours pour me rapprocher plus du cacao et du chocolat. Ma spécialité, c'est l'éducation et le consulting dans le bean to bar. Le bean to bar, que l'on appelle aussi en anglais le craft chocolate, est un mouvement avec une philosophie. Le chocolat de base aux États-Unis n'est pas aussi bon qu'en France. Le chocolat Hershey, qui est la référence pour beaucoup de gens, a une saveur d'acide butyrique. Certaines personnes diront que ça a le goût de vomi de bébé, d'autres de parmesan, mais pas vraiment de chocolat. Donc si c'est ça votre référence, quand on vous propose quelque chose qui a meilleur goût, les gens peuvent être très surpris. Tiens, ça n'a pas du tout le goût de vomi de bébé, et ça c'est très excitant. Le mouvement Bean to Bar ou craft, qui signifie artisanal, s'inscrit en rupture avec l'industrie lourde du chocolat. Il implique un retour aux sources aux 2 uniques ingrédients, le cacao et le sucre, avec une torréfaction moins forte. L'une des premières chocolateries à mixer high-tech et méthode traditionnelle s'appelle Dandelion. Ses fondateurs viennent de la Silicon Valley. À l'origine, j'ai étudié l'informatique à Stanford. Puis j'ai monté une start-up pour laquelle on a travaillé pendant des années. Une des premières entreprises de réseau social. Et quand nous l'avons vendu, on a eu du temps libre et de l'argent. Et donc on a commencé à s'amuser avec le chocolat et à en produire dans le garage pour le plaisir. Ce n'était qu'un passe-temps et je n'avais pas réalisé alors que nous étions l'un des rares en Amérique à fabriquer du chocolat à partir de la fève de cacao. On a appris, on s'est amélioré, le chocolat était bon, et puis nous avons partagé avec les amis qui disaient que ça n'avait pas le goût du chocolat Hershey. Dandelion a eu la chance de commencer avec un cash flow important, donc de l'argent, et donc immédiatement a investi beaucoup d'argent en recherche, en voyage, pour découvrir les meilleures machines et les meilleurs cacao. Thank you. Thank you. Dans une certaine mesure, on est tous des geeks ici, et on utilise un programme qui s'appelle Drop Labs. Lorsque les gens goûtent les échantillons, ils peuvent ensuite donner leur avis, et on analyse les commentaires au fil du temps. Ici, vous voyez les arômes du cacao, fruité, doux, baies aromatiques, noix grillées. Ce sont donc des arômes différents ou des familles de saveurs similaires. Et vous pouvez laisser des commentaires dans cette galerie bionique, où vous dites juste « Hey, c'est vraiment intéressant » ou « Oh mon Dieu, pourquoi ont-ils fait ça? C'était horrible ». L'autre chose à laquelle on prête attention, c'est les défauts aromatiques. Les défauts aromatiques comme l'ammoniac ou la poubelle. Mais dans le fond, ça a quel goût, la poubelle? Il y a beaucoup de choses dans la technologie qui s'appliquent au chocolat. Et donc c'est très excitant. Je pense que la Silicon Valley, avec sa culture de start-up, a une nouvelle façon de s'attaquer aux problèmes. C'est cet esprit pionnier qui est très intéressant pour essayer de changer le monde du chocolat. Les premiers chocolats ont surpris, et je pense même les amis des chocolate makers les recrachaient au début, parce qu'ils disaient « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Au début, il y a des gens qui se sont lancés là-dedans tête baissée, sans s'occuper de savoir s'ils savaient bien torréfier, s'ils savaient bien concher le cacao. Bon, aujourd'hui, il s'est passé quelques années, les gens se sont formés, se sont documentés. Dans le monde bean to bar, il y a pour moi 80% de chocolat de très mauvaise qualité ou médiocre. Pour le vin, ils sont prêts à débourser 1 000 $ pour une bouteille, mais pour une tablette de chocolat, quand c'est 10 $, ils trouvent ça trop cher. C'est comme les restaurants. Il y aura toujours des McDonald's, et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce que certaines personnes veulent, rapide et pas cher. Pour le chocolat, c'est exactement pareil. Il y a ceux qui veulent du rapide et pas cher, et ceux qui veulent des étoiles Michelin. C'était hyper artisanal au début, puis il y a un certain nombre d'acteurs qui ont industrialisé les choses, et aujourd'hui, la boucle est bouclée, on revient à l'artisanat.
Le Bean to Bar regarde donc vers le futur, sans perdre de vue les origines du cacao en Amérique latine. Elisa Montiel-Velti est mexicaine, et on peut dire que le chocolat coule dans ses veines. Indiana Jones du cacao, elle traque les fèves à travers le monde pour définir des règles qualitatives et éthiques essentielles pour faire naître le meilleur chocolat. L'atolé, c'est la boisson qu'on boit au petit déjeuner. Il n'y a aucun sucre ajouté. Ce sont des sons que je reconnais. Des arômes qui me rappellent l'enfance, la maison de ma grand-mère. Au Mexique, le cacao est lié à de nombreux moments de notre vie, comme boire du chocolat chaud chez nos grands-parents. Mais nous utilisons aussi le cacao pour d'autres choses, pour compter ou comme des pions dans un jeu. C'est une saveur que je reconnais, mais que j'avais oubliée. Ce territoire abrite des traditions chocolatières depuis des millénaires. Chez les Mayas, le chocolat était froid. Chez les Aztèques, il était chaud. Dans le Mexique d'aujourd'hui, il existe 1000 façons de le préparer. Le metate, c'est celui de ma maman depuis plus de 56 ans. Il faut prendre de l'eau brûlante, mais ce n'est pas avec du lait, non. Traditionnellement, c'est avec de l'eau. On dit que c'est la boisson des dieux. La présence du cacao et du chocolat dans le Mexique contemporain est la même que dans le passé. C'est un moment très important dans notre vie quotidienne. Les plantations, comme la zone archéologique, me